Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université de Mons pour cette dernière conférence d'astronomie pour la saison 2011-2012. Alors, ce soir, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Hugues Leroux, qui nous vient de l'Université de Lille, il est professeur là-bas. Et en fait, son laboratoire a eu la chance d'accueillir des grains de poussière de comète ramenés par la mission Stardust. Donc, on a vraiment la chance d'accueillir Monsieur Leroux pour nous expliquer tout ça. Et d'ailleurs, je vais lui laisser la parole tout de suite. Bienvenue à Mons. Et voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci. C'était un plaisir de répondre à cette invitation. Une courte présentation. Donc, je suis donc professeur à l'Université de Lille. J'enseigne dans une école d'ingénieurs et je fais ma recherche dans un laboratoire de sciences des matériaux. Et je travaille dans une équipe un petit peu particulière parce qu'elle est à l'interface entre cette science des matériaux et des applications qui sont tournées vers ce qu'on appelle les sciences de l'univers. Donc ça va des sciences de la Terre jusque des interfaces avec l'astrophysique. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, moi j'ai un drôle de son qui me revient. Est-ce que c'est normal ou... Si pour vous c'est impeccable, c'est bien. Hein. D'accord. Donc voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais mettre une gradation progressive vers les poussières cométaires, vers la mission Stardust. Mais avant, je vais décrire un petit peu ce que sont les environnements extraterrestres. On va faire un petit voyage dans le cycle de la matière. On va faire un petit voyage dans le temps et dans l'espace parce que une information essentielle, c'est que on va, grâce à l'étude de cette matière, on va se permettre de remonter très très loin dans le passé. Donc ça sera typiquement l'origine à l'époque de la formation du système solaire, et puis ensuite donc je décrirai la mission Stardust et puis comment on a étudié ces échantillons en laboratoire. Alors d'abord quelques petits positionnements, on va dire, d'échelle, parce que on va voir, on va partir d'une échelle très très grande et progressivement on va aller jusqu'au très petit, hein, jusqu'à l'atome. Donc là, c'est une image qui a été prise par le télescope Hubble. Donc ce qu'on peut voir, c'est l'univers avec les galaxies. Si on regarde d'un petit peu plus près, donc ça c'est l'image d'une galaxie, donc une galaxie donc en spirale. Et si on zoome à l'intérieur même d'une galaxie, donc en fait ici c'est notre galaxie, c'est ici la nébuleuse de l'Aigle. Donc on y voit beaucoup de choses, des étoiles, on y voit des espèces de nuages. Donc on va zoomer à l'intérieur de ce nuage, on y voit des bras. Et si on va progressivement, donc là je fais encore un zoom, là on est sur une interface entre un nuage et ce qu'on appelle le milieu diffus, et on y voit aussi des phénomènes ici d'évaporation de ce nuage. Donc encore un dernier petit zoom pour cette fois-ci en fait dimensionner ce que pourrait être la taille de notre système solaire dans ce nuage. Donc voilà, à chaque fois on a zoomé d'un facteur 10 ou d'un facteur 100. Donc on est tout petit, bien sûr. Alors, pour regarder tout ça, on a plusieurs outils, plus ou moins performants. Donc il y a bien sûr le télescope classique. Il y a les télescopes beaucoup plus perfectionnés, donc qui sont utilisés par les scientifiques. Donc télescope sur Terre, ici c'est celui qui est au Chili. Et il y a les télescopes aussi qui sont des télescopes spatiaux, donc qui sont envoyés dans l'espace. Essentiellement pour s'affranchir des problèmes de traversée de l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on y voit Alors, avec la lunette astronomique, on va fonctionner essentiellement dans le visible. Avec les autres télescopes, on va pouvoir se
permettent beaucoup plus de flexibilité selon la longueur d'onde. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi voir l'invisible, parce qu'on va regarder des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. En particulier, voilà, ici c'est le spectre, c'est la région du visible, mais la plupart des télescopes se permettent d'explorer sur des gammes de longueur d'onde qui sont très très étendues. Donc là, on y voit essentiellement la région des longueurs d'onde dans l'infrarouge, donc le moyen infrarouge, ici le lointain infrarouge. Si on va encore par là, on arrive vers les ondes millimétriques. Si on va dans l'autre sens, on a ici les ultraviolets, et puis un petit peu plus loin, là c'est pas dessiné, mais les longueurs d'onde très très courtes que sont les rayons X. Alors voilà ce que peut donner une galaxie en imagerie à différentes longueurs d'onde. Donc le visible, il est ici. Donc là, voilà, si on part d'une longueur d'onde très très courte, les rayons X, voilà ce qu'on voit. Ici, on est dans l'ultraviolet. On augmente encore la longueur d'onde, on est dans le visible. Donc ça, c'est une image qu'on connaît, enfin qu'on connaît bien, dans le sens où la plupart de ces images nous parlent beaucoup plus à nous. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est de toute façon la plus belle. Ici, on va être dans le proche infrarouge, donc assez proche du visible, le lointain infrarouge, et ici les ondes radio, ici centimétriques. Donc on peut voir que l'information qu'on récupère, elle est un petit peu différente. Hein, et c'est cette différence qui va permettre d'aller sonder voilà, les objets qui sont assez loin, hein, de par leur signature spectrale. Alors, cette signature spectrale, bon, si on regarde les choses en détail, donc ici, une comparaison entre de la lumière du visible et de l'infrarouge. Alors, mis à part la différence de coloris, il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est par exemple, voilà, ce bras ici qui paraît être plus sombre, on va le voir en infrarouge. Il va être, au contraire, il va être plus clair. Hein, et donc là, ça veut dire aussi qu'on a une interaction très très différente avec le milieu concerné en lumière du visible par rapport à de la lumière infrarouge. Alors ça, c'est encore une galaxie, c'est la nôtre, donc qui est vue de la Terre, donc est orientée vers le centre galactique. Alors ce qui est intéressant sur cette image, normalement, le centre galactique contient beaucoup d'étoiles, ça devrait être très très lumineux. Hein, et plus on est proche du plan équatorial, plus on devrait voir de la lumière. Alors c'est vrai en moyenne, hein, on voit ce disque équatorial ici. Par contre, ce qu'on voit aussi, ce sont des zones qui sont sombres. On a l'impression qu'il n'y a pas d'étoiles dans ces zones-là, hein, alors qu'en toute logique, il devrait y en avoir. Alors, il n'y a pas d'étoiles tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est devant. Hein, et ça, c'est très très bien illustré si on zoome à l'intérieur d'une région de la galaxie. On y voit de temps en temps des trous. Hein, on a l'impression que c'est des trous noirs, qu'il n'y a pas d'étoiles. Si on regarde dans une autre longueur d'onde, on y voit effectivement une influence de cette zone ici. Par contre, on voit au travers, on voit qu'il y a des choses. Hein, il y a ces petits points rouges qui sont des étoiles. Donc ça a été, bon, depuis assez longtemps, hein, on le sait, c'est interprété comme étant un nuage. Hein, un nuage qui va masquer ce qu'il y a derrière. Et ce nuage, de par cette spectroscopie, enfin cette lumière infrarouge, eh bien, on a pu voir qu'en fait c'était un nuage de poussière. Ce n'est pas un nuage de gaz, c'est de la poussière. Donc une des grosses informations qu'on a de ce type d'image ou de la précédente, donc avec cette galaxie qui contient des espèces de filaments sombres, eh bien on sait grâce à ça que l'univers il est poussiéreux. Donc c'est sur cette poussière que je vais maintenant un petit peu focaliser l'exposé. Donc la poussière, on sait tous ce que c'est. Hein, généralement, on n'aime pas trop ça. Par contre, ça contient pas mal d'informations. Hein, donc
sur Terre, c'est généré de par des événements naturels. Ici, une tempête de sable dans le désert qui vient recouvrir la ville de Phoenix. Ici, c'est un volcan en Islande. Ici, c'est la catastrophe du 11 septembre. Je pense que j'ai fait une petite erreur dans le. Ici, c'est voilà, de la poussière générée par l'homme. Donc tout ça voilà, va influer sur l'atmosphère. Quand on regarde cette poussière, c'est constitué en fait de particules qui sont très petites. Donc ça, c'est une image en microscopie électronique d'une poussière qui provient du World Trade Center. Alors, ce qui est bon, peu importe l'origine, ce qui est important ici, c'est le dimensionnement de cette poussière. Hein, on va avoir des objets, ici c'est des grains de poussière qui, voilà, c'est des différents grains qui se sont agglomérés pour faire quelque chose de plus gros. Hein, et typiquement, la taille individuelle de ces grains, elle est quasiment toujours en dessous du micromètre. Alors le micromètre, hein, c'est 1 millième de millimètre. C'est en gros l'extrême limite de ce qu'on peut voir en microscopie optique. Avec le meilleur microscope optique qu'on puisse avoir, on ira voir jusqu'à 1 micromètre. Donc c'est pour ça que ce type d'image, voir de la poussière, on est nécessairement obligé de passer sur une autre gamme de microscopie, hein, qui s'appelle la microscopie électronique. Hein, et ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard quand on regardera voilà, l'équivalent de poussière, mais de poussière cométaire. Alors, un autre type de poussière qui est bien connu, ce sont les poussières qu'on voit dans le ciel, nous on appelle des nuages. En fait, c'est des poussières de glace, hein, et qui sont constituées de glace d'eau, hein, de toutes petites particules qui sont en dessous du micromètre. Hein, mais ça suffit pour masquer la lumière, hein, et puis quand le nuage il est très près du sol, hein, ça fait le brouillard, et il suffit des fois d'être à quelques mètres pour plus rien voir. Hein. Donc on a vraiment un effet très marqué de cette poussière par rapport à la lumière. Hein, et ce que j'ai expliqué aussi un petit peu avant, c'était voilà, ça dépend à quel type de lumière. Alors, on va maintenant regarder un environnement poussiéreux, donc c'est la nébuleuse d'Orion. Et cette nébuleuse d'Orion, en fait, bon, comme toutes les nébuleuses, en fait, comme toutes les zones très poussiéreuses dans l'univers, ce sont aussi des régions assez intéressantes parce que ce sont des régions qui sont ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles. Ce sont les régions qui vont former les étoiles. Donc là, on peut faire une petite corrélation entre la présence de poussière et l'apparition de nouvelles étoiles. Hein, et ce que je vais montrer après, c'est que les étoiles, ça vit, ça meurt, et on peut en reformer, hein, et c'est ce qu'on appelle le cycle de la matière. Alors, quand on regarde ces étoiles, hein, et donc là c'est maintenant avec des télescopes qui sont très très puissants, ce qu'on peut voir c'est que certaines étoiles, voilà, ce sont des étoiles qui sont en train de se former, hein, et ce qu'on peut voir, on va regarder plutôt celle-là, hein, ce qu'on peut voir dans cette région-là, c'est un cœur qui est éclairé, et on y voit autour un nuage sombre. Hein, et ce nuage sombre, c'est le nuage de poussière. Et ce nuage, selon la façon dont l'étoile est orientée, en fait, c'est un disque. Hein, c'est pas un cocon autour, hein, ça forme plutôt un disque. Et c'est pour ça que là, on voit uniquement le disque sur la tranche, et l'étoile est quelque part, voilà, à peu près ici, et elle est complètement masquée par le disque de poussière qu'il y a autour de l'étoile. Alors, grâce au télescope, hein, et grâce à ce qu'on appelle la spectroscopie, on peut savoir beaucoup de choses de ces poussières.
hein, et en particulier, donc ça c'est voilà, ce qu'on appelle de la spectroscopie. Hein, c'est l'interaction entre la lumière et la poussière, hein, étudiée à différentes longueurs d'onde. Ce qu'on peut voir, c'est que voilà, la courbe d'interaction, hein, elle n'est pas continue. S'il n'y avait pas d'interaction, ou si ça interagissait pareil selon toutes les longueurs d'onde, on aurait une ligne droite. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Hein, on a donc des courbes un petit peu compliquées, et en particulier, on va regarder de la gauche vers la droite. On a voilà, cette structure ici qui est caractéristique de l'interaction entre de la glace, d'eau et de la lumière infrarouge. Et ça, on peut très très bien le faire en laboratoire, hein, avec de la glace d'eau, hein, on aura la même structure. Et donc on la compare avec de la spectroscopie, on va dire, naturelle, entre guillemets, hein, et là on peut identifier cette structure-là. Donc on va voir de la glace de méthanol ici. Ici, on a une très grosse structure. On a ce qu'on appelle les silicates. Donc ça, c'est les silicates, l'équivalent qu'on a sur Terre, c'est la roche, c'est du caillou. Et ici, on a du dioxyde de carbone. Hein, et c'est quelque chose d'assez marqué. Alors, voilà, il y a en gros 3 signatures importantes, hein, des silicates. Hein. Alors, ce que je n'ai pas raconté aussi, c'est selon la forme de la structure donnée d'une raie donnée, on va pouvoir aussi mesurer la taille de l'objet. Hein, et la taille, elle est typiquement de l'ordre de 100 à 200 nanomètres. Donc, c'est en dessous du micromètre. Hein, Alors, il y a 3 grosses familles de poussières. Il y a les silicates, il y a de la matière carbonée, hein, qui, on pense, enrobe ces silicates, et il y a les glaces. Et en particulier, il y a la glace d'eau. Ce qu'on sait aussi de l'environnement extraterrestre, c'est que c'est un environnement très très froid. Hein. On est typiquement à 10 Kelvin, hein, sur une échelle. Voilà, nous, ce qu'on vit ici, c'est 300 Kelvin. Hein, le zéro absolu, c'est 0. Là, on n'est pas très très loin du zéro absolu. Les environnements extraterrestres, ce sont généralement des environnements très très dilués. Donc le vide y est très très poussé. Hein, et malgré le fait qu'on voit ces gros nuages, si on va très localement regarder, on va trouver une poussière tous les kilomètres cubes, quoi. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est très très dilué. Globalement, la poussière ne concerne que 1% de la matière totale. Tout le reste, c'est du gaz, hein, et essentiellement de l'hélium et de l'hydrogène. Hein, malgré tout, c'est quand même très très important parce que l'essentiel des éléments de la table de Mendeleïev est dans la poussière, hein, excepté l'hydrogène, c'est 90% de la matière de l'univers, l'hélium, c'est 9%, hein, et en gros tout le reste, c'est 1%, c'est de la poussière. Hein, je simplifie un petit peu. Donc cette poussière, voilà, elle est de petite taille, en dessous du micromètre. On connaît les constituants grâce à la spectroscopie. Voilà, les silicates, hein, ce sont les roches, hein, ce sont des silicates qui contiennent beaucoup de fer et beaucoup de magnésium. Il y a une ressemblance assez marquée par rapport aux mêmes silicates qu'on connaît sur Terre. Et puis, toutes ces poussières sont en interaction avec leur environnement, donc avec la lumière. Hein, grâce à ça, on fait la spectroscopie. Hein, mais aussi, cette lumière va pouvoir influencer cette poussière dans son évolution. Alors, le cycle de la matière, je l'ai déjà un petit peu évoqué. Hein, c'est des étoiles qui naissent, qui meurent. Alors, on va le prendre dans l'autre sens, en fait. On va le prendre à la fin de vie. Hein, à la fin de vie d'une étoile, on est dans un stade, pour une étoile normale, de ce qu'on appelle de géante rouge. Hein, l'étoile a fini de consommer son carburant et va mourir en éjectant la matière autour d'elle. Donc elle va gonfler et va progressivement aller se
diluer dans l'espace interstellaire. Donc ça va, en gros, on va transformer une étoile en un nuage. Alors il va rester quelque chose au centre qu'on va appeler une naine blanche. Alors voilà un petit peu le schéma, l'étoile normale, par exemple notre Soleil, dans 4-5 milliards d'années, eh bien, il deviendra une géante rouge. Et puis, progressivement, ça va s'étendre et ça va former d'abord une coquille qui disparaîtra progressivement quand elle se diluera dans cet espace. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, on voit, c'est bien sur le... Donc, dans cette géante rouge, on a toute une structuration parce qu'il fait très chaud au centre et puis progressivement, plus on s'éloigne, plus il fait froid. On a d'abord ce qu'on appelle un plasma, c'est-à-dire que tous les électrons ne sont pas sur les atomes. Il y a, voilà, c'est une espèce de bouillie de noyaux et d'électrons sans que les électrons soient autour des noyaux. Ensuite, on a les atomes. Là, cette fois-ci, on rassemble les noyaux et les électrons. Quand c'est plus froid, on va accrocher les atomes les uns avec les autres pour former des molécules. Quand c'est encore un petit peu plus froid, les molécules, on va les regrouper ensemble pour faire de la matière condensée. Et c'est là qu'on va fabriquer les poussières. Oui. Donc ça, c'est quelques images de nébuleuses bien après le stade de la géante rouge. Donc ce sont ce qu'on voit en fait, ce sont les halos de poussière qui marquent cet événement. Donc il y a un autre type d'événement qui est un petit peu plus violent et qui concerne les étoiles qui sont beaucoup plus massives. Ce sont les supernovas. Donc ça, ce sont des explosions très très violentes. Et voilà, celle-là est très connue parce que elle a été, paraît-il, vue par les Chinois au XVe siècle et décrite par les Chinois. Donc là, c'est une image de la NASA. En fait, c'est une image un petit peu... c'est 3 images empilées l'une sur l'autre. Bon, c'est un petit peu la même chose quand même. On y voit de la matière qui part du centre et qui est éjectée vers l'extérieur et qui va finalement vivre le même mécanisme que j'ai décrit précédemment, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de violence. Donc c'est aussi une machine à fabriquer de la poussière. Donc cette poussière, voilà, je vais prendre l'analogie avec le diagramme d'état de l'eau. On a différents états possibles. On a le gaz. On peut exprimer l'eau sous forme liquide et on peut l'exprimer sous forme solide. Alors là, il y a un axe de température et un axe de pression. Et ce que nous, on va suivre comme chemin, on va partir du très très chaud, on va plutôt être en bas du diagramme parce que dans ces environnements extraterrestres, les pressions sont basses. Est-ce qu'on va suivre ce chemin-là? Quand on est très très chaud, on est dans un gaz ionisé, c'est ce qu'on appelle le plasma. On refroidit, on forme, on reste dans le gaz, c'est un gaz d'atome ou un gaz de molécules, et puis on va, à un certain moment, on va traverser, on va faire ce qu'on appelle une transition de phase. On va, c'est même un changement d'état ici, on va passer du gaz au solide par ce qu'on appelle de la condensation. Et donc ça, c'est un événement assez important parce que voilà, des atomes qui se promènent dans tous les sens, tout d'un coup, ils vont se retrouver piégés dans de la matière condensée. Alors, dans les environnements stellaires, c'est un petit peu plus compliqué que l'eau, mais bon, ça fonctionne un peu sur le même principe. On va avoir ce qu'on appelle une séquence de condensation. Je ne vais pas la détailler. Je vais juste marquer les familles les plus marquées. On va avoir dans les hautes températures la fabrication des silicates.
dont en particulier les deux plus majeurs sont l'enstatite et l'olivine. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. On va avoir ensuite voilà, un matériau qui est très fréquent aussi, c'est les sulfures. Et puis, voilà, vers les basses températures, on va condenser la glace d'eau, la glace de CO2, etc., jusqu'aux très basses températures. Voilà, pour des choses qui sur Terre sont absolument pas présentes sous la forme de solide, mais sous la forme de gaz. Mais par contre, là, comme on est dans des environnements ici maintenant très très froids, on va pouvoir le condenser. Alors, ce nuage, donc voilà, l'étoile en fin de vie va libérer la matière dans un nuage. Donc, ça, on va d'abord partir dans un nuage diffus, et puis voilà, les nuages. C'est des phénomènes un petit peu aléatoires, et puis il peut se trouver que dans une région du ciel, eh bien, il y ait, pour des raisons pas toujours bien comprises, des zones un petit peu plus denses que d'autres. Et ce sont dans ces zones denses, et c'est ce qu'on appelle voilà, le milieu interstellaire voilà, dense, ce sont dans ces régions-là que se forment les étoiles. Et en gros, ces zones denses, c'est ce que je vous ai montré précédemment au début de l'exposé, ce sont les zones où il y a beaucoup de poussière et sur lesquelles, dans lesquelles on va fabriquer des étoiles. Et donc, c'est ce que je symbolise ici. Donc, ici, une étoile qui va se former à l'intérieur de ce nuage. Alors, dans les nuages, ce n'est pas une étoile qui se forme, c'est toute une génération d'étoiles, toute une population d'étoiles, parce que ces nuages, ce sont des choses très très massives et grandes. Bon, si on se contente de regarder notre étoile, donc les poussières vont d'abord, voilà, au cœur du nuage va germer le Soleil, et puis ce Soleil va se mettre, l'environnement va se mettre en rotation, et le disque de poussière qui l'entoure va progressivement s'aplatir. Alors ce qui se passe dans ce disque de poussière, eh bien, ça va être quelque chose quand même, puisqu'il va s'aplatir, il va se densifier, et puisqu'il se densifie, les poussières vont augmenter leur probabilité de se rencontrer, et si elles se rencontrent, elles vont se coller les unes sur les autres, et progressivement, en faisant des paquets de poussière, et puis si je prends 2 paquets de poussière et je le mets ensemble, j'en fais un plus gros, et progressivement, eh bien, on va nettoyer ce disque en formant des objets de plus en plus gros. Et le terme de ce processus-là, eh bien, on le connaît, en tout cas pour notre système solaire, eh bien, ce sont donc la formation des planètes. Donc voilà comment notre système solaire est structuré. Alors, bon, quelques planètes que l'on connaît, je ne vais pas forcément les décrire, donc la Terre avec son satellite. Il y a des objets qui sont un petit peu plus petits, et qui sont... Alors les gens se disputent un petit peu là-dessus, il y en a certains de ces objets qui sont des planètes ratées ou des planètes fragmentées, parce que les objets voilà, circulent et peuvent se collisionner et peuvent au contraire se fragmenter. Ou alors ce sont tout simplement des objets qui n'ont, voilà, où la poussière s'est accrétée, puis qui n'ont pas réussi à atteindre une taille, une taille planétaire. Donc ça, c'est une population qu'on appelle les astéroïdes. Alors je vais mettre toute la série. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces objets-là? Parce que ces objets-là sont intéressants, ils sont proches de nous, donc on peut les étudier un petit peu plus facilement. Dans les gros objets, bien sûr, même si on est parti de l'agrégation de poussière, ces poussières, elles ont été détruites par la pression, par la température, parce que ces gros objets sont des objets qui sont ce qu'on appelle des objets relativement vivants. Il se passe des choses
étant donné leur taille. Donc on n'a pas grand-chose à apprendre de ces gros objets. Si on étudie ces gros objets, on va étudier l'histoire de la planète elle-même et pas de ce qui les a formés. Si par contre on va étudier des objets plus petits, comme les astéroïdes, la très grande partie en fait raconte aussi l'histoire de l'astéroïde et non pas l'histoire de la poussière qui a servi à les fabriquer. Mais il y en a certains de ces objets qui sont restés en fait tellement petits que on dit qu'elles sont primitives, c'est-à-dire que la matière qui les compose n'a pas évolué depuis que la poussière s'est accrétée, ou pas trop. Et donc ça, c'est une famille de météorites qui sont très très précieuses pour les scientifiques. Donc ces météorites proviennent des astéroïdes, et ce sont des objets qui sont très très étudiés. Donc, ensuite, on va quand même trouver dans cet espace interplanétaire, donc là c'est pas l'espace interstellaire, c'est l'espace interplanétaire, donc entre les planètes, on va quand même trouver des poussières. Alors ces poussières, elles sont de deux origines. Ça peut être des fragments d'astéroïdes, parce que ces objets-là, ils peuvent se choquer les uns avec les autres, et donc ils peuvent libérer de la poussière. Ou alors, ça peut être tout simplement de la poussière qui n'a pas, qui a survécu à la formation du système solaire, à la formation des planètes et des autres astéroïdes. Donc ça, c'est... j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on n'en est pas sûr. Et puis, il y a ce qu'on appelle les comètes aussi. Les comètes, ce sont des objets là, qui sont cette fois-ci... qui se sont formés assez loin. Alors il y a deux réservoirs qui sont connus. Je pensais que j'avais la transparent après pour l'expliquer, mais ce n'est pas le cas. On a deux réservoirs. Il y a un réservoir très très lointain qui sont quasiment aux confins du système solaire, c'est le nuage de Oort. Et puis il y a une ceinture un petit peu plus proche. Alors un petit peu plus proche, elle est quand même... aux alentours de Neptune, c'est-à-dire dans les géantes gazeuses. Donc c'est quand même un environnement très très froid. Alors de ces comètes sont des objets assez intéressants parce qu'elles se sont formées dans des régions très très froides. Ce sont des objets petits et froids. Et c'est vraiment des situations qui sont un petit peu idéales pour finalement conserver la matière après l'accrétion. Et c'est ça qui va faire tout l'intérêt de l'étude des poussières cométaires. Donc moi j'aime bien dire que les comètes sont en fait les congélateurs. Quand on veut conserver quelque chose pendant un temps long, la bonne solution c'est de le mettre dans du froid, et ça se conserve. Et donc ici le congélateur c'est le congélateur du début du système solaire, à l'époque où il s'est formé. Et donc c'est pour ça qu'on est très très intéressé par aller étudier ce congélateur, pour voir ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça, c'est la raison de la mission Stardust. Alors quelques mots quand même sur les autres objets. Voilà une météorite martienne. Alors vous allez me dire, on n'a jamais été sur Mars. Donc pourquoi on a des cailloux qui viennent de Mars? Donc tout simplement parce que les objets, des fois, se collisionnent les uns avec les autres. Et donc cette météorite martienne, on pense que l'origine, c'est un astéroïde qui est venu collisionner Mars et qui a envoyé un morceau de Mars dans l'espace qui, par hasard, est tombé sur Terre. Donc il y a des études qui sont menées sur ces météorites martiennes. Ici, c'est une phase silicate qui s'appelle le pyroxène et qui est donc martien. Il y a donc l'autre famille d'objets qui est très très précieuse, ce sont les météorites non différenciées, qui sont des météorites primitives. Donc on a ici quelques images, ce sont des objets très très complexes, avec des objets constitués en fait à l'intérieur de différentes populations d'objets. Ici on a des zones, des objets sphériques à l'intérieur.
qui témoignent d'événements de haute température. On a des objets assez gros qui sont des inclusions blanches, constituées d'éléments très très réfractaires. Et puis on a un espèce de ciment entre les gros objets. Et là, ce ciment, il est constitué de matériaux extrêmement petits, à une échelle en dessous du micromètre. Et on pense que pour certaines de ces météorites, eh bien, ce ciment, c'est vraiment le témoin de ce qu'il y avait avant l'accrétion. Et donc on pourrait considérer que l'objet est en fait une accrétion de grosses choses qui sont, qu'on a très clairement identifiées comme étant une signature de formation dans notre système solaire, mais aussi avec de l'accrétion de la poussière qui est venue cimenter les plus gros objets. Et cette poussière, ce ciment, eh bien, n'aurait, en tout cas au moins dans certaines météorites, n'aurait pas trop évolué. Et donc, tout l'intérêt de l'étudier. Donc ici, quelques images de ces gros objets. C'est des objets sphériques. En fait, ce sont des gouttes de liquide. Et ces gouttes de liquide, on n'en connaît pas trop l'origine. Par contre, on sait bien les dater. Très clairement, c'est le début du système solaire. C'est 4,5 milliards d'années. Et le matériau qui est sombre ici, qui est quasiment noir, c'est la matière à grains très très fins. Donc ces météorites, ces météorites, il y en a plusieurs familles. Je viens de décrire les météorites primitives, donc certaines d'entre elles. C'est moins de 1% de la collection de météorites. Il y a d'autres familles de météorites qui sont aussi intéressantes. Il y a les micrométéorites qui sont collectées dans les glaces de l'Antarctique, qui sont quasiment de la taille d'une poussière. Alors pourquoi dans les glaces de l'Antarctique? Parce que on a vraiment besoin d'aller les chercher dans un endroit propre, et qui n'est pas pollué par tout ce que nous on peut envoyer dans l'atmosphère, ou tout ce que la Terre renvoie dans l'atmosphère, comme les volcans, les tempêtes, etc. Et quasiment la seule région adaptée à ça, c'est les glaces de l'Antarctique. Et en plus, il y fait très froid, et donc les poussières sont bien préservées. Et puis, il y a les poussières, ce qu'on appelle les poussières interplanétaires. Et là, il y a des campagnes spéciales qui sont faites pour les collecter par des avions de la NASA. Ce sont des collectes stratosphériques. Donc l'avion monte très très haut, quasiment sur le sommet de la stratosphère, et déploie des panneaux des collecteurs de poussière, et essaie de les ramasser. Alors ils ramassent beaucoup de poussière terrestre, mais ils ramassent aussi donc des poussières qui sont d'origine extraterrestre, et dont là l'origine peut être un petit peu variée. On a très clairement des fragments d'astéroïdes, mais on a aussi des objets qui paraissent être assez primitifs, on se demande si c'est pas aussi de la poussière cométaire, ou voire de la poussière interstellaire. Donc de la poussière, ce qu'on appelle la poussière interstellaire, ça serait de la poussière vraiment qui serait très très primitive. Alors ce qui est intéressant dans ces objets, c'est évidemment la science qu'on peut faire avec. C'est les matériaux qui constituent les météorites, ou les micrométéorites, ou les poussières interplanétaires, n'ont pas subi de transformation depuis qu'ils ont été formés. C'est-à-dire que on est capable, grâce à ces études, ou l'objectif de ces études, parce que c'est pas forcément très très simple, c'est d'aller comprendre l'évolution chimique et minéralogique, parce qu'il y a beaucoup de minéralogie dans ces études, donc qui marque le passage entre le nuage de poussière tel qu'on l'a décrit précédemment, et puis la formation du système solaire, c'est-à-dire vraiment le tout début du système solaire, donc avant la formation des planètes. Donc on s'intéresse donc à ce disque de
proto-accrétion, disque de poussière, et dans ce disque de poussière, il s'est formé des choses, et on est très intéressé par les histoires de cinétique de transformation, parce que même si le système solaire est très très vieux, hein, c'est 4,5 milliards d'années, ce qu'on pense, c'est que tout s'est fabriqué pendant un temps très court. Alors très court, c'est relatif, hein. Typiquement, très court, c'est quelques millions d'années. D'accord? On peut se dire, quelques millions d'années, c'est un peu long. C'est long pour nous, hein, mais on compare quelques millions d'années à 4,5 milliards d'années. Hein, et donc, à l'échelle du système solaire, quelques millions d'années, c'est très très court. Hein, et il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au bout de quelques millions d'années, on avait quasiment les planètes déjà formées. Alors peut-être pas forcément celles qu'on connaît aujourd'hui, mais il y en a certaines qui étaient formées. Donc globalement, le but de ces études, c'est la formation du système solaire. On est délibérément positionné au tout début du système solaire. Alors, dans certains cas, hein, on va peut-être pouvoir aller même un petit peu avant le système solaire, hein, mais c'est dans certains cas, hein, puisque certaines météorites contiennent ce qu'on appelle des matériaux présolaires. Donc ce sont des matériaux qui ont, alors bon, je ne vais pas forcément décrire ce type de diagramme, hein, mais ce sont des diagrammes de chimie isotopique. Hein, en fait, on étudie les atomes et on mesure les masses des atomes, et puis certains atomes ont un neutron en plus ou un neutron en moins, c'est souvent en plus, hein, et ça donne ce qu'on appelle une signature isotopique. Hein, et on a aussi une signature isotopique de notre système solaire, hein, et on voit, hein, dans ces signatures, on voit ce qu'on appelle des anomalies isotopiques. Hein, et ces anomalies ne sont pas compatibles avec ce qu'on connaît en termes de mécanismes de formation dans notre système solaire. Donc c'est le cas, par exemple, ça c'est une image isotopique, et on y voit ici une anomalie, hein, un point rouge ici, qui nous dit que sur l'oxygène, il y a quelque chose d'anormal ici, et qui n'est pas compatible avec notre système solaire, et donc ça s'est formé en dehors de notre système solaire. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des grains présolaires. Alors ces matériaux-là sont intéressants parce que ce sont des matériaux, hein, ce sont des poussières, hein, c'est tout petit, hein, c'est en dessous du micromètre, hein, mais ce sont des matériaux qui se sont formés dans les régions ailleurs que notre système solaire, hein, qui se sont venus par hasard. Donc on a finalement des échantillons de la matière d'autres étoiles. Hein. Alors c'est pas du tout la majorité, hein, de la matière qu'on voit dans les météorites, mais c'est un champ d'étude qui est assez intéressant. Bien, on va maintenant focaliser sur les comètes. Alors quelques images, en particulier de la comète de Halley. Hein, donc ça c'est la première, donc c'était il y a assez longtemps. Hein, la comète est ici, la première représentation de la comète de Halley. Alors la comète de Halley, elle est intéressante, elle passe tous les 80... Oh zut, j'ai un trou. 60... Qui est là? 75 ans, d'accord, merci. Donc on la voit maintenant, voilà, 200 ans après, un peu plus que 200 ans après. Un peu. Voilà, elle est ici. En 1500... alors, les représentations des comètes ne sont pas toujours... voilà, le passage d'une comète fait un petit peu peur, hein, et donc ça c'est un peu le fantasme des gens, hein, donc c'est annonciateur de misère, hein, ou de destruction. Jusqu'au début du siècle dernier, hein, donc le passage de 2010 a été voilà, bon, c'était aussi pour s'amuser, hein, pour se faire peur, hein, mais en gros, on est voilà, sur la fin du monde, hein, par le passage, et donc voilà, il fallait vite dépenser tous ces sous, hein, parce que ça ne servait à rien de les garder. Alors, voilà, on arrive maintenant dans une région, enfin, dans des temps plus proches,
hein, voilà, avec ici le premier passage, le premier survol de la queue d'une comète. Donc le noyau est ici et le halo qu'on voit, c'est la queue de la comète. Donc en 1986, donc dernier passage de la comète de Halley, hein, on a pu faire une image du noyau, hein, et donc là le soleil est quelque part par là et éclaire cette partie-là. Hein, et là on y devine partir la queue de la comète, et puis voilà, progressivement, hein, les engins spatiaux s'améliorent, et là maintenant on fait de l'imagerie très très belle, hein, de ces noyaux cométaires. Ouais, je vais passer à celle-là. Donc ça c'est une des dernières images. Hein, et bon, j'ai pris tout l'objet, mais il y a des photos aussi du détail de ces objets qui sont assez fabuleuses. Alors, j'ai un petit peu oublié de remettre une image qui est importante quand même. C'est quand on voit une comète dans le ciel, on voit un objet brillant, et on voit surtout, ce qui est intéressant, c'est la queue de la comète. Hein, et donc, ce qu'on voit dans cette queue de comète, c'est en fait le résultat de l'interaction du Soleil avec avec le noyau. Hein. Le noyau, il est essentiellement constitué de glace, hein, et quand il va être proche du Soleil, il va s'évaporer. Donc il va éjecter du gaz, hein, par évaporation de la glace, mais la glace enfermait d'autres poussières, hein, de la poussière de silicate, de la poussière de matière carbonée, et comme on évapore la glace, ces poussières sont libérées aussi. Donc c'est pour ça qu'on voit deux queues de poussière, hein, une queue de gaz et puis une queue de poussière. Alors, j'ai peut-être pas le... Bon, voilà la structuration de notre système solaire, hein, pour résumer. Hein, donc les astéroïdes sont positionnés donc entre Mars et Jupiter, hein, une région assez proche, avec certains matériaux donc très primitifs qu'on peut étudier, hein, et les comètes sont dans des régions beaucoup plus froides, hein, et là la matière est encore sous la forme de poussière piégée dans de la glace. Alors, on va maintenant parler de la mission Stardust. Hein, donc comment on va étudier ces poussières? Déjà, l'image qu'on s'en fait, ça c'est une poussière interplanétaire attrapée dans la stratosphère par les avions de la NASA. Hein, c'est l'image qu'on se fait d'une poussière cométaire. Alors cette mission Stardust, voilà. D'abord sur les objectifs scientifiques, hein, donc je reprends un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Hein, donc l'étude du passage de la transition entre la matière interstellaire et notre système solaire, et les grosses questions qui se posent, qui a justifié cette mission Stardust, eh bien c'est la dynamique du disque de proto-accrétion, les études de grains présolaires, parce qu'on s'attend à plus on va étudier du matériau primitif inchangé, peut-être plus on va trouver de grains présolaires. Bien sûr, il y a beaucoup de questionnements sur l'origine de l'eau sur la Terre. Alors, la configuration de la mission Stardust n'était pas tellement centrée sur cette problématique-là. On espérait quand même pouvoir répondre à cette question-là, mais ça n'a pas été le cas. Et puis, bien sûr, ce qui a fait fantasmer beaucoup de gens, c'est tout ce qui était étude de la matière organique. Est-ce qu'on va être capable de faire des découvertes importantes, hein, sur ce qu'on appelle la chimie prébiotique? Donc, c'est pas la chimie, c'est pas ça qui fait la vie, mais ce sont en gros les briques élémentaires qui, par leur assemblage, permettent de construire la vie. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces poussières, c'est que ces poussières sont généralement des agrégats de grains. Hein, et on le voit ici, il y a peut-être ici un gros grain, mais il y a aussi on voit que c'est très structuré.
hein, et ces poussières sont en fait des agrégats de centaines ou de milliers de petits grains qui se sont collés les uns avec les autres. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que déjà chaque poussière est un petit peu différente, et puis chaque petit grain dans la poussière peut-être aussi a une origine différente, hein, et ils se sont rassemblés un petit peu au hasard des rencontres entre les grains. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément très très simple a priori d'étudier. Alors, la sonde Stardust, elle a été programmée pour une rencontre avec la queue de la comète en 2006 et un retour sur Terre en 2008. Donc voilà le départ en 1999. Donc elle a mis 5 ans pour arriver jusqu'à la comète, 2 ans pour revenir. Ça, c'est une image du noyau de la comète. Là, on ne voit pas la queue, on voit le noyau de la comète en janvier 2004. Donc là, on était très très proche de la collecte des échantillons. Donc, quelques images animées de l'objet. Et le plus important, c'est bien sûr la rencontre entre la comète et la sonde Stardust. Donc, cette rencontre, elle est... Donc, il n'y avait pas de caméra pour la filmer. Donc, c'est une vue ici d'artiste. Le collecteur de poussière est ici. Donc là, la mission Stardust, on n'est pas allé sur l'objet pour ramasser. On a capturé la poussière au vol. Un petit peu comme voilà, un panier pour aller attraper les papillons. C'est l'image qu'on peut s'en faire. Donc, on a ouvert une raquette dans la queue de poussière. En fait, la sonde a traversé la queue de la poussière, a ouvert son panneau, et puis a récolté des poussières qui sont venues impacter le panneau. Donc une petite... Je vais d'abord montrer ça, une petite animation pour vous montrer. Donc le panneau est ici. Et là, ce qu'on voit symboliser, les petits flashs qu'on voyait, ce sont les impacts de poussière dans le panneau. Une fois que cette collecte est terminée, ce panneau se replie, est réencapsulé, et c'est cette capsule qui est revenue sur Terre. Alors, une des difficultés, c'est que la vitesse relative entre les poussières et le panneau, elle était très élevée, 6 km/s. C'est vraiment une vitesse extrêmement élevée. Et pour récolter les poussières, on les a récoltées dans un matériau qui s'appelle de l'aérogel. Donc c'est de la matière très peu dense. Et l'objectif, c'était de ralentir les poussières progressivement. Au lieu de faire un impact violent sur une surface dure, on l'a fait impacter dans quelque chose qui était très léger, de façon à ce que le ralentissement soit le plus progressif possible. En gros, on a à diminuer, il y a une énergie cinétique, c'est 1/2 de MV2, on essaie de diluer cette énergie sur un maximum de temps. Donc c'est pour ça que on a utilisé cet aérogel. 15 janvier 2006, le retour dans le désert d'Utah. Donc ça, c'est la capsule. On l'emporte dans un hélicoptère. Et très vite, 2 jours après, le collecteur est dans les labos de la NASA. Ils ont été très très vite. La capsule est ouverte. Premier examen visuel. Et voilà, j'aime bien cette photo parce que voilà, c'est 2 jours après, ils ont ouvert la capsule, ils ont regardé, et puis voilà, le monsieur est content. Voilà, la mission a bien marché, ils ont récupéré de la poussière. Alors, comment on a fait, comment, là je dis comment on a fait parce que en fait j'y ai participé. Donc, il y avait d'abord pendant 9 mois une équipe préliminaire d'investigation pour différentes objectifs scientifiques de spectroscopie, de composition chimique, minéralogie, isotopes, etc. etc. Il y avait
30 laboratoires impliqués, 200 chercheurs impliqués. Donc ça, cette étude-là a duré 9 mois. Et au bout des 9 mois, eh bien, ce qu'on appelle la collection de poussière a été ouverte à l'ensemble de la communauté scientifique sur appel d'offres, donc avec des études qui sont menées sur du plus long terme. Alors, on va zoomer un petit peu sur ces échantillons. Donc ça, c'est le panneau. Ça, c'est une des alvéoles. Et on voit ici un gros impact. Et quand on regarde ça sur la tranche, on y voit ici, ça c'est la face. Cette zone-là, c'est celle-là. Et ça, c'est donc à l'intérieur de l'aérogel. On y voit donc voilà, ce qu'on appelle un bulbe et puis une petite queue ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bulbe d'explosion. Et ça marque quand même la violence du phénomène pendant l'impact. Et ça, à la fin, c'est voilà, un fragment de poussière qui a continué son chemin dans l'aérogel. Et puis là, sur les armatures métalliques, il y a aussi des travaux qui ont été faits. Donc là, sur des phénomènes beaucoup plus violents. Et donc l'impact a formé des petits cratères. On en reparlera brièvement à la fin de l'exposé. Alors, en termes de quantité de matière, donc ça, ce sont un inventaire de tous les impacts qui ont été trouvés sur la raquette de tennis. Alors, je n'ai pas dit la taille, mais c'est quasiment un petit peu plus gros qu'une vraie raquette de tennis, donc c'est pas très très gros. Et là, on a l'inventaire des impacts qui sont plutôt ce qu'on appelle les gros impacts. C'est ceux qu'on a vus répertoriés pas longtemps après la mission. Donc il y en a quand même un certain nombre. Et en termes de quantité de matière, alors là, on a voilà, la liste. Pour les très gros grains, on a une dizaine de grains. 100 microns, c'est un dixième de millimètre. Et puis plus c'est petit, plus il y en a. Et en particulier, il y en a des centaines de mille, voire peut-être des millions, qui sont tout petits. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la quantité de matière récupérée, c'est quelques centièmes de microgrammes. Donc c'est un gramme, ça pèse pas très lourd, mais voilà, on divise ça par 1000. Et c'est la quantité de matière récupérée. Donc c'est vraiment une quantité extrêmement faible. Alors, pour ça, on dispose quand même, on va disposer de pas mal d'outils pour les étudier. Donc bon, déjà, voilà, ça c'est tout le repère qui a été fait. Il y a un énorme travail qui a été fait par la NASA, un travail optique de repérage qui a été très très bien fait, de photodocumentation. Alors ce qui est intéressant, c'est que toutes les traces d'impact ne se ressemblent pas, en taille, en forme. Il y a vraiment toute une grande variété. Donc ça, c'est à la même échelle. Une grande variété de formes. Et en particulier, bon, si on compare un petit peu les deux extrêmes, on a des impacts qui ont formé ce qu'on appelle des gros bulbes, et puis des impacts qui ont formé des carottes très très fines. Et donc ça, grâce à ça, on sait que les poussières ne se ressemblent pas, puisqu'elles n'ont pas laissé la même trace dans l'aérogel. Alors, pour les étudier, on dispose d'outils. Donc moi, je vais plutôt me focaliser sur les aspects de microscopie électronique. On a des nanosims, là on est plus pour faire de la chimie isotopique, et on a des synchrotrons pour faire des études de spectroscopie par des rayons X. Donc c'est en gros les trois outils qui ont été très utilisés en France, mais aussi de par le monde. Ce sont vraiment les... Alors, pour la microscopie électronique, qui a été très très utilisée, donc on l'a fait en France, mais il y a aussi des autres laboratoires dans le monde qui ont fait le même type d'études. Donc ce type de microscope
Donc on utilise des électrons pour regarder de la matière. On va pouvoir faire une imagerie, ce qu'on appelle une imagerie conventionnelle. Donc on va pouvoir aller voir les choses avec beaucoup de détails, tout simplement parce que la longueur d'onde associée aux électrons est beaucoup plus petite que celle de la lumière. Donc on va voir une résolution qui va nous permettre de l'imagerie conventionnelle aller jusqu'à ce qu'on appelle de la haute résolution. Donc en gros, les petits points blancs ici qu'on voit, ce sont les atomes. Donc on est capable d'aller voir, d'aller jusqu'à la résolution atomique. On fait de la diffraction électronique, donc là on est plus sur de l'identification structurale. De par l'interaction des électrons avec la matière, on peut identifier les phases et puis on peut aller mettre des sondes extrêmement localisées, donc typiquement de la taille de mon point rouge ici, des sondes électroniques pour aller très très localement mesurer la composition chimique des échantillons à une échelle de l'ordre du nanomètre, donc très très localisé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est dans la trace de ces poussières se sont un petit peu désagrégées. Quand elles ont collisionné dans l'aérogel, on a ici l'impact, et ici, la poussière est allée comme ça. Quand je dis la poussière, en fait, elle s'est désagrégée. Voilà, plus c'est rouge, plus il y a de matière. Donc on a ce qu'on appelle ici une poussière terminale. Et puis ici, on a plein de petits fragments qui sont localisés le long de la paroi. Et donc, on ne va pas récupérer une poussière bien entière, on va récupérer une poussière désagrégée. Et c'est ça qui donne un petit peu de complexité à l'étude. Alors, ce que les gens ont fait à la NASA aussi, c'est qu'ils ont bien travaillé sur les aspects préparation des échantillons, parce qu'il faut aller les prélever dans l'aérogel. Et comme on l'a vu, il y a différentes techniques d'étude, et donc il y a différentes spécificités de préparation d'échantillons. Et donc là, c'en est une. Ici, pour la microscopie électronique, quand je dis les poussières, c'est petit, mais en fait, des fois, c'est trop gros pour certains outils. Donc, pour la microscopie électronique, en fait, les poussières sont coupées en tranches pour pouvoir les étudier. Donc, alors, quelques études de microscopie. Donc là, on va être sur une échelle du micromètre. Et donc ça, c'est l'équivalent d'une poussière qui est complètement désagrégée dans l'aérogel. Alors, ce n'est pas forcément très grave, et c'est presque mieux, parce que étudier un amas de grains les uns sur les autres, c'est pas forcément facile à différencier. Par contre, si tous ces grains sont bien séparés les uns avec les uns des autres, eh bien, on peut faire des études individuelles de grain à grain. Si c'est le cas ici, on y voit des gros grains. Il y en a un autre ici assez gros. Et puis tous les petits points noirs ici sont des grains beaucoup plus petits. Voilà, on peut les étudier un par un. Alors, c'est une poussière ici qui devait faire une dizaine de micromètres, et encore là, j'ai pas tout le champ. Il y a des centaines et des centaines de grains, et les étudier un par un, c'est un boulot de fou, et pour un échantillon. Donc on y passe beaucoup de temps. Alors, je vais comparer, je vais vous montrer 2-3 résultats sur cette structure-là. Je ne vais pas forcément aller dans les détails des résultats. On va regarder ce qu'on appelle les particules terminales. Donc on voit que cet impact-là a créé deux grosses carottes. On y voit à la fin ici des petits points noirs. Ce sont les particules terminales. Ce sont plutôt des fragments de poussière qui sont gros. On les voit ici en photo, grossis. Et ça, maintenant, on les regarde en microscopie électronique. Donc ça donne ces deux images-là, donc particule 1, particule 2. Et ce qui est intéressant, voilà, ce qu'on y étudie sur ça, c'est à l'intérieur même des matériaux, on étudie ce qu'on appelle la microstructure. Donc là, on est plutôt à des échelles de l'ordre du nanomètre. Et selon la microstructure et selon la composition chimique, selon
la forme cristallographique des échantillons ou le fait qu'ils contiennent ou non, est-ce qu'ils sont monophasés ou biphasés, et s'ils sont biphasés, qu'est-ce que c'est? Tout ça, ça nous donne des informations sur les mécanismes de formation des objets. Alors, ce que je voulais vous montrer sur ces deux... alors on peut donc aller jusqu'à la haute résolution atomique, hein, pour voir les atomes ou pour voir les plans atomiques ici. Hein. Donc la séparation entre les striations, ce sont des plans atomiques, hein, et on y voit effectivement qu'il y a quelque chose qui n'est pas homogène, hein, et donc ça veut dire quelque chose. Alors pour les deux échantillons en question, en fait ce sont deux échantillons qui sont de la même famille de minéraux, mais très clairement, voilà, ça c'est la population de mesures de composition qu'on a faites. Donc c'est très riche en magnésium. Je ne vais pas détailler ce type de diagramme, mais on y voit très clairement deux populations. Une population bleue pour celui-là, et puis rouge pour là. Et très clairement, on n'est pas sur le même type de matériaux. On est sur deux compositions chimiques différentes. Pourtant, ils étaient dans la même poussière au départ. Donc ça montre bien que on est sur des poussières un petit peu complexes avec des particules qui ne racontent pas forcément la même chose. Donc deux autres ici, échantillons là, pour cette haute trace, ces deux points noirs ici. Et là, ils ont exactement la même composition chimique. Par contre, ils n'ont pas la même microstructure. On y voit beaucoup de striations dans celui-là et très très peu dans celui-là. Et en termes de microstructure, malgré la même chimie, c'est la même phase, eh bien, c'est deux histoires différentes. Alors, pardon, je vais un petit peu vite, mais je vais choisir plutôt celle-là. Alors, dans certains échantillons, ce qu'on a pu observer, c'est des phénomènes de très très haute température. Et ça, on a été très très gêné par ça, parce que ce qui s'est passé pour un certain nombre d'échantillons, et c'est à peu près la moitié d'entre eux, eh bien, l'impact entre la poussière et l'aérogel voilà, la friction a été telle que ça s'est échauffé jusqu'à environ 2000 degrés. Et 2000 degrés, c'est très très chaud. Et la matière a fondu. Et donc on récupère ce que j'appelle une purée, un mélange de particules cométaires et d'aérogel. Alors voilà, c'est ce qu'on voit ici. Il n'empêche que ce n'est pas inintéressant, parce que l'événement était tellement bref, ça a monté très chaud et ça refroidit très vite. C'est-à-dire qu'il y a eu du mélange, mais du mélange un petit peu incomplet. Donc on a perdu beaucoup de choses en termes de microstructure, mais on n'a pas perdu l'information chimique. Donc là, c'est voilà, quelques cartes chimiques qui nous permettent de reconstruire l'objet, mais surtout de donner de la composition chimique à des objets qui sont très très petits. Alors, je voudrais vous montrer un autre type d'étude, c'est l'étude sur les impacts sur les barreaux d'aluminium. Alors, ça s'étudie par un autre type de microscope. Là, cette fois-ci, au lieu de traverser, on va envoyer des électrons sur la surface et on va récupérer les électrons qui, entre guillemets, rebondissent sur la surface. Donc ça va nous permettre de faire des belles images de cratères. Donc il y en a un petit peu de toutes les formes et toutes les tailles, donc des gros jusqu'à des très petits, 1 micromètre de diamètre. Donc là, un cratère d'1 micromètre de diamètre, c'est une poussière qui fait typiquement 200 nanomètres de taille. Donc c'est vraiment petit. Et ce qu'on a travaillé beaucoup à Lille, c'est l'étude de ces tout petits cratères, parce que c'était quasiment la seule opportunité d'aller chercher ces toutes petites poussières qui étaient quasiment impossibles à voir dans l'aérogel, puisque les impacts dans l'aérogel sont d'abord détectés en microscopie optique. Donc là, je vais vous montrer comment
on s'y est pris pour préparer ça. En fait, ce qu'on voulait voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cratère. Et à l'intérieur du cratère, c'est une couche très très fine qu'on n'est pas tellement capable d'analyser de par la surface. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé le cratère, on en a prélevé une tranche transverse, et donc on a usiné le cratère de façon à ne récupérer donc qu'une tranche ici au milieu, de façon à pouvoir regarder la tranche par transmission, et donc de pouvoir regarder le résidu qu'il y a au fond du cratère. Donc, je vais vous montrer un petit film qui montre ce type de préparation. Donc c'est ce qu'on appelle du nano-usinage. Ce qu'on va voir, c'est... alors ça n'a pas été fait sur les vrais cratères de Stardust, ça a été fait sur des simulations d'impact de poussière, mais on est complètement dans l'équivalent. Donc, alors, le début, on va d'abord localiser le cratère qu'on veut choisir. Voilà, on choisit celui-là. On va le recouvrir de platine, parce que ce qui nous intéresse, ça n'est pas la surface, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On va creuser devant et derrière, de façon à ne garder qu'une tranche. On continue à usiner. On va venir apporter une petite aiguille qu'on va venir souder sur la tranche. On va détacher la tranche, on va l'extraire, on va venir la coller sur un barreau. Là, la tranche fait à peu près 1 micromètre d'épaisseur, et là, on va venir l'amincir encore, on va enlever de la matière jusqu'à en faire une tranche qui fait 100 nanomètres d'épaisseur, de façon à pouvoir regarder ce qu'on appelle le résidu. C'est cette partie ici, ça va un petit peu vite, voilà, c'est cette partie ici. Donc là, après, on met ça dans un microscope électronique. Donc ça, c'est le même type de cratère, donc par le type de préparation qu'on a fait. Et là, on va pouvoir aller, avec des sondes électroniques de 1 nanomètre, on va pouvoir aller mesurer la composition chimique de ce résidu. Là, ce sont des images chimiques. Dans ce cratère-là, il y a du fer et du soufre, il n'y a rien d'autre. Et là, on a identifié l'impacteur. C'est un sulfure de fer. Alors, je vais montrer cette image-là, parce que cette image-là, elle est... voilà, c'est le tout premier cratère que j'ai étudié. Et il se trouve que celui-là, il est très très particulier, parce que au lieu d'avoir ce qu'on appelle un résidu, eh bien le grain s'est carrément implanté dedans sans trop changer. Et donc on a ici un grain, la composition elle est du MgSiO3, c'est une chimie assez simple, et qu'on a retrouvé ensuite après. Ouais, alors l'échelle de ce cratère, c'est en dessous du micromètre. Donc pour résumé, voilà, ces études-là, que ce soit pour Stardust ou que ce soit pour les météorites primitives, l'objectif c'est de comprendre ce qu'on appelle le cycle de la matière, et en particulier les premières étapes du système solaire. Puisqu'on n'y était pas, on a des témoins de cet événement. On a donc des témoins qu'on appelle des traceurs physico-chimiques, et qui nous racontent en particulier la naissance du système solaire, voire la mort des étoiles quand on est sur les études des grains présolaires. Pour étudier tout ça, on a des moyens d'observation plus ou moins complexes. Les moyens d'observation, donc c'est les observations qu'on peut faire dans le ciel, mais c'est aussi oui, donc on a aussi des expériences de laboratoire, parce que quand on voit quelque chose, on est obligé de le comparer à d'autres choses. On est obligé, pour les paramétrages physico-chimiques, on est obligé donc de faire des expériences de laboratoire. Et on a aussi donc les études de matériaux primitifs.
et en particulier donc, ces poussières cométaires qui sont a priori les plus primitives que l'on connaisse. Alors, la prochaine mission cométaire, hein, c'est bientôt, hein, c'est un rendez-vous prévu en août 2014. Donc là, cette fois-ci, il n'y aura pas de retour d'échantillon. Par contre, la sonde va se poser sur la surface. Hein, c'est un espèce de mini laboratoire qui va se poser sur la surface, qui va sonder la matière, qui va en prendre et qui va l'analyser dans un espèce de mini laboratoire, et les informations en aller-retour seront envoyées sur la Terre. Alors, bien sûr, on est un petit peu frustré parce qu'on ne pourra pas les toucher, les poussières, hein, et donc il y aura pas mal d'études qui ne pourront pas être faites, hein, mais par contre, c'est vraiment la première fois qu'on va se poser sur cet objet-là, hein, et je pense que ça va être un événement assez intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, si vous avez des questions, je pense que c'est comme ça que c'est prévu. Voilà, merci beaucoup. Qui ouvre le bal des questions? Claude? Voilà, bonjour. Je me demandais combien de temps la raquette avait été exposée au vide spatial pour recueillir les échantillons. J'ai peur de ne pas être très précis dans la réponse, parce que j'ai un petit peu oublié. C'est vraiment pas longtemps, hein, c'est quelques heures de mémoire. Hein. La sonde a traversé la queue. Donc je suis désolé, j'ai plus le chiffre en tête. Mais en fait, elle ne s'est pas mise en orbite, elle a vraiment traversé. Non, elle a vraiment traversé. Hein, et elle était, de mémoire, elle était voilà, 50 km, un truc comme ça. Et alors, je me demandais aussi, l'aérogel que vous utilisez doit être quelque chose de très particulier, puisqu'elle doit conserver ses propriétés mécaniques oui. à 10 K, donc c'est pas évident. Comment vous extrayez les grains? Vous dissolvez l'aérogel ou vous prenez mécaniquement les grains? Non, on essaie d'éviter toute la chimie. Alors déjà, d'une part, tout ça est fait dans les labos de la NASA, hein, toutes les préparations, parce que, en gros, ils ont développé tout ce qui était autour. Hein, et ça, je pense que c'était pas à développer dans tous les labos. Il y a deux types de méthodes. Soit les grains sont prélevés avec une espèce de petite pince, soit la trace complète est découpée, et puis ensuite c'est la trace complète qui est, alors souvent elle est en fait coupée en deux, ouverte, et c'est cette trace complète qui peut être étudiée éventuellement. Et ça va dépendre des techniques. Pour la technique que moi j'utilise, j'ai besoin de quelque chose de très très mince. Donc j'ai besoin en fait qu'on prélève un grain et ensuite qu'on me le coupe en tranches. Et donc ça, c'est vraiment de l'opération extrêmement délicate. L'autre possibilité, c'est d'extraire un pavé d'aérogel, de l'aplatir, c'est-à-dire là vraiment on va presser très fort dessus, hein, pour en faire une crêpe. Hein, et puis ensuite cette crêpe elle va être encore trop grosse, donc on va encore la recouper en tranches. Hein, mais au moins on va densifier tout ça, hein, parce que à manipuler ça se fait, hein, il a résisté, l'aérogel, et quand il est revenu il était quasi comme neuf, alors il a quand même été trimballé dans l'espace, hein, ne serait-ce que supporter la pression pour se mettre pour décoller, c'est assez résistant quand même, hein. Une autre question, monsieur? Nous ne sommes jamais allés sur Mars. Comment sait-on qu'il y a des météorites qui viennent de Mars? Alors ça, c'était une histoire très compliquée qui a fait beaucoup de débats. Et en fait, on sait maintenant, enfin on en est presque, voilà, mais même si tout le monde n'est pas d'accord, hein, dans une des météorites martiennes, en fait, ce qui a été trouvé, c'était une inclusion, ou plusieurs inclusions, une poche de gaz.
hein, confiné à l'intérieur même d'un minéral. Hein. Et ce gaz a été analysé, et l'énorme surprise de l'analyse de ce gaz, ça s'est fait en fait quelques années après les sondes Viking des Russes, hein, en 75 je crois, hein, où là ils y étaient allés, ils avaient mesuré l'atmosphère martienne aussi. Hein, il y avait vraiment des très très fortes similitudes. Hein, et à partir de là, à partir d'une seule météorite, hein, à partir d'un seul échantillon, hein, ils ont fait le lien entre les deux. Donc ils ont dit, ça vient de Mars. Et à partir de là, hein, l'objet a une signature isotopique un petit peu particulière, qui a la signature de Mars. Et donc, à partir de là, ils ont fait des corrélations entre différentes météorites pour définir une certaine population qui correspondait bien à une certaine chimie isotopique. Mais voilà, il y a encore certaines personnes qui doutent. Hein, mais voilà, donc c'est grâce aux sondes Viking et de l'analyse de gaz qu'on a pu faire ça. Autre question, Christophe? Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous allez montrer sur vos photographies donc, une météorite qui est une chondrite carbonée, donc la météorite d'Allende. Ouais. C'est un peu l'équivalent de la pierre de Rosette exactement. Ouais. À la planétologie. Enfin, voilà. Et donc dans la météorite d'Allende, donc c'est une météorite de type carboné, mais dans cette météorite carbonée, on trouve à la fois donc des éléments organiques qui sont des éléments donc qui sont très sensibles à la température, et également par exemple des inclusions minérales, et notamment les fameuses inclusions calcium-aluminium, qui eux sont des éléments réfractaires. Donc vous aviez montré un tableau où on voyait les différentes formes minérales sont générées à des températures différentes. Très différentes. Et comment on peut trouver dans un même échantillon, donc à la fois des substances organiques qui seront supposées être formées dans des zones très froides de la nébuleuse pré-solaire, on va dire, et des éléments, donc le type les inclusions réfractaires, qui elles sont supposées être formées à très haute température. Comment on peut trouver ce mélange au sein d'un même échantillon? Alors, pour répondre à la question, en fait, je crois que c'est vraiment une question très très intéressante et qui en fait est très d'actualité. En fait, bon, la remarque qui vient d'être faite, on a exactement, bon, j'ai pas tellement insisté là sur les résultats très scientifiques de la mission Stardust, mais c'est le résultat très majeur de la mission Stardust, c'est la même chose. On y retrouve des grains de la matière qu'on appelle de la matière chaude, entre guillemets, hein, vraiment témoins d'événements de très haute température. Donc, par exemple, on va retrouver ces inclusions de calcium et d'aluminium, hein, qui sont de la matière très très réfractaire et qui s'est formée à quasiment 2000 degrés. Hein, et par contre, on va trouver aussi de la matière froide, hein, de la matière qui n'a jamais dépassé quelques centaines de degrés, ou voire même moins. Alors ça pose beaucoup de questions. Hein. Bon, pour cette fameuse chondrite d'Allende, mais aussi pour d'autres, et pour les échantillons Stardust, et en particulier pour les échantillons Stardust, parce que là on est vraiment sur du matériau qui vient de beaucoup plus loin. Hein, la chondrite d'Allende, c'est entre Mars et Jupiter. Là, on est au-delà de la limite des glaces. Hein, donc, on est au-delà de Jupiter. Et là, on est a priori dans des régions très froides. Le fait est, c'est que plus de la moitié de la matière de cette région-là, c'est de la matière chaude, donc qui s'est formée à des températures élevées. Donc là, ce qu'on pense actuellement, c'est que le disque, c'était pas quelque chose de calme. Le disque était un disque turbulent, hein, et qui avait du transport radial de matière entre les régions chaudes et les régions froides. Hein, et le schéma qu'on s'en fait, hein, c'est que le disque, au moment de la formation du système solaire, vient en fait nourrir l'étoile, hein, avant de trouver un équilibre, vient nourrir l'étoile, et quand le disque arrive près de l'étoile quand même est en formation, elle est très chaude,
hein, et il y a un front chaud qui vient en quelque sorte brûler la face du disque et vient rééjecter de la matière plus loin, hein, sur des mécanismes qu'on ne comprend pas forcément très bien, hein, mais en particulier pour les inclusions réfractaires, on pense que c'est vraiment des choses qui proviennent de très proche du Soleil et qui ont été rééjectées. Après, il peut y avoir des phénomènes de turbulence. Hein, on avait toujours l'image d'une nébuleuse bien calme, bien gentille, avec les planètes qui se formaient dans un rayon donné. Ce schéma-là, il est simple parce que, comme ça on peut le raconter simplement, mais c'était beaucoup plus compliqué que ça. Une autre question, Pierre? Merci. Est-ce qu'il y a une tentative de comparaison entre les particules et les poussières, par exemple récoltées en Antarctique, et ces poussières venues de l'espace? Oui, bien sûr, il y en a une, et il y a quand même pas mal de similitudes. Donc, dans le cadre de ce programme, en fait, il y avait un sous-programme aussi qui était lié aux poussières de l'Antarctique, parce que justement, je crois en 2005, il y a eu une collecte qui a été faite en Antarctique, mais vraiment de la poussière, vraiment dans des régions très très froides, et ils ont été chercher spécifiquement une gamme de taille beaucoup plus petite que ce qui se faisait avant. Hein, et il y a des corrélations, hein, mais ces corrélations, on les fait avec les poussières interplanétaires collectées dans la stratosphère, et on les fait dans des météorites de type Allende. Alors, pour Allende, la matière très fine a été un petit peu modifiée, mais il y en a encore des plus primitifs que ça qui permettent de faire des choses comparables. Mais comparable, ça reste comparable, quoi. C'est un petit peu difficile de faire du lien très très direct, parce que ne serait-ce qu'entre deux météorites primitives, on a des choses qu'on n'arrive pas à relier les unes avec les autres. Il semble quand même y avoir une signature de l'objet lui-même qu'on ne comprend pas très très bien. Parce que si c'était de la poussière, il ne devrait pas y avoir cette signature-là. Et pourtant, il semble qu'elle existe quand même. Et c'est ça qu'on ne comprend pas actuellement. Bonsoir monsieur. En fait, je voudrais savoir si vous avez trouvé des briques élémentaires de la vie ou bien des acides aminés dans les poussières ou ce genre de choses. Alors, Alors je suis un petit peu embêté pour répondre à cette question-là pour deux raisons. D'abord, j'étais absolument pas impliqué dans ce programme-là. Deuxièmement, malheureusement pour tous les gens qui ont voulu faire cette étude-là, la matière carbonée est quand même une matière qui est assez sensible à l'élévation de température. Et quand même, un des gros problèmes de cette mission Stardust, c'est un gros succès, mais pas... Voilà. Le problème, c'est l'impact. C'est l'impact, ça s'est beaucoup désagrégé, ça a beaucoup chauffé, et voilà. Ce qu'on pense que la très très grande majorité de la matière organique a été brûlée. Parce que de toute façon elle était à un grain très fin, se désagrégeait très facilement, donc n'a pas pu survivre. Alors, il n'empêche qu'il y a certaines études publiées qui voient des choses très très primitives, et là malheureusement je saurais plus dire vraiment, mais bon, il n'y a pas eu de médiatisation autour de choses prébiotiques. Je crois qu'ils n'en ont pas trouvé. Ils ont trouvé quelques molécules, quelques signatures de choses assez froides, qui sembleraient dire que ça a survécu. Mais ça, c'est aussi un autre problème de la mission Stardust qu'on ne comprend pas bien, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de carbone. Et ça, c'est peut-être... on se demande si ça ne serait pas une vraie signature de la comète, ou alors on n'a pas encore bien compris le comportement du carbone en impact dans l'aérogel. Ça, c'est possible aussi. Une autre question? Oui.
une question peut-être un peu plus terre à terre. Enfin, moi, je suis quand même fortement impressionné de voir de la manière dont vous travaillez sur des échelles aussi nanoscopiques. C'est même plus du microscopique, c'est du nanoscopique. Pouvez nous expliquer un peu cette je ne sais plus. Ultra-microtomie. Microtomie, ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est une technique de préparation. Donc là, on est sur l'aval de l'étude. Hein. Bon, j'ai pas trop insisté dessus parce que c'était, je pense, un petit peu technique. La microscopie qu'on fait, c'est essentiellement de la microscopie électronique en transmission. C'est-à-dire qu'on veut que les électrons traversent la matière pour pouvoir étudier donc l'interaction de ces électrons avec la matière et donc en récupérer de l'information. Pour que les électrons traversent la matière, il faut d'abord des tensions d'accélération assez élevées, et ensuite il faut que cette matière soit extrêmement fine, parce que si c'est trop épais, l'électron il s'implante dedans et à la sortie il n'y a plus rien. Et alors pour ça, on utilise il y a plusieurs techniques de préparation d'échantillons, dont l'ultramicrotomie. Et l'ultramicrotomie, le but, c'est de fabriquer des tranches minces, typiquement de 100 nanomètres d'épaisseur. Et ça, c'est une épaisseur qui est suffisante pour que les électrons traversent. Et donc, on puisse donc étudier ces électrons à la sortie. Alors, ça fonctionne. Le fonctionnement, il est en fait très très simple. Hein. C'est un couteau de diamant extrêmement bien aiguisé et futé, bien comme il faut. Et on vient couper, je sais pas, enfin, vous avez tous été chez le charcutier, vous imaginez le gros bloc de jambon, et puis on va couper des tranches, et puis ça fonctionne pareil, quoi. Mais à une échelle beaucoup plus petite, et au lieu que ça soit une scie circulaire qui vienne couper le jambon, c'est voilà. D'ailleurs, c'est même pas une scie circulaire chez le charcutier, c'est un peu pareil. Mais voilà, on vient couper des tranches progressivement. Et c'est vrai que c'est impressionnant, on fait des tranches de 100 nanomètres avec un couteau. Mais c'est très mécanique, en fait. Ouais, c'est... Une autre intervention, une autre question? Moi, j'en ai une peut-être. C'est quoi la suite du programme dans votre labo? Il y a une prolongation, ces études-là ou Ces études-là, elles sont très conditionnées par deux choses. Par l'obtention ou non d'échantillons. Bon, ça, c'est des choses que, comme j'ai participé au premier programme, ça a bien marché. J'ai beaucoup plus d'échantillons que je peux en étudier, et j'en ai encore que je n'ai pas étudié, etc. Donc ça, c'est pas trop la difficulté. Après, il y a la difficulté du financement des études, parce que faire tourner ces machines-là, ça coûte pas mal d'argent. Et bon, au départ, ça allait bien parce que c'est vrai que Stardust, c'était un truc... voilà. Bon, 6 ans après, on sent que ça se termine un petit peu. Donc là, on se pose un petit peu la question d'arrêter le programme. Donc moi, je sais que j'ai encore des petits trucs à faire pour terminer des choses. Mais on se pose quand même la question de l'arrêter et puis de faire autre chose. Mais bon, moi j'étais très impliqué dans ce programme-là. Je vois très clairement l'évolution. Au départ, il y avait 200 chercheurs autour de Stardust. Maintenant, je dirais qu'il y en a entre 20 et 30. Donc il y a 90% des gens qui sont venus au départ. C'est normal, c'était le truc qu'il fallait faire. Et puis voilà, maintenant ils vont sur d'autres aventures scientifiques. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir quelle est la proportion des poussières qui ont été étudiées. Oh, il y en a... Est-ce que finalement,
Bon, est-ce qu'il y a encore de nouvelles choses à découvrir? Ce qui reste, ou bien Ouais, est-ce qu'on retrouve un peu toujours les mêmes résultats? Disons que c'est un petit peu moi ce qui m'arrive actuellement, c'est-à-dire que ça fait 2-3 ans qu'en gros j'ai rien trouvé, hein, dans le sens où on retrouve quand même un petit peu toujours la même chose, hein, et c'est vrai que c'est un petit peu usant à certains moments, et à ma connaissance, il n'y a pas eu ces derniers temps de choses très, très, très fortes qui pourraient relancer le programme. Donc j'ai un peu l'impression que... alors, il y a... Maintenant, il y a deux choses. Il y a, je crois, de mémoire, il y a même pas 20% qui a été étudié, un truc comme ça. Ça fait longtemps que j'ai plus le chiffre... je pense que ça a un petit peu évolué, mais il y a d'une part une partie des échantillons qui sont stockés quelque part pour les générations futures. Et ça, c'est pareil pour les lunaires, parce qu'on se dit les générations futures peut-être vont perdre le spatial. Par contre, ils vont continuer à développer les méthodes analytiques. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas aller les chercher, au moins on en a encore. Donc il y a une partie qui est gardée. Puis après, l'autre problème, c'est que tout ça prend un temps fou, quoi, pour aller étudier, prélever, etc. Donc, au départ, à la NASA, c'est pareil. Il y avait un gros staff qui s'occupait de ça. Maintenant, ils ne sont plus à plein temps dessus, parce que les demandes sont moins fortes, etc. Donc il y a... voilà. Mais bon, voilà, je pense que c'est normal, hein, une baisse d'activité. Après un retour, on s'y met tous parce que c'est nouveau. Et puis après, ça rebaisse un peu en intensité. Mais c'est vrai que il n'y a rien eu de neuf depuis quelques années. Dernière intervention. Vous disiez un mot avant l'exposé en aparté concernant le retour d'échantillons par la sonde japonaise d'un astéroïde. Et ces grains vont aussi être proposés à la communauté scientifique. Oui, en fait, c'est une sonde qui est revenue il y a à peu près 2 ans. Donc c'est la mission Hayabusa. Et c'est une mission qui a à moitié raté. Et puis finalement, bon, ils ont réussi quand même à collecter un certain nombre de grains. Là encore, beaucoup plus petits qu'ils le pensaient, donc beaucoup plus difficile à étudier. Donc là, contrairement à la NASA qui avait impliqué toute une communauté internationale pour étudier, alors ça, pour ça, les Américains, ils sont quand même des gens bien pour ça, parce que ils ouvrent quand même assez fort. Les Japonais ont fermé énormément. Ils ont travaillé qu'entre Japonais. Bon, par contre, là, ils viennent de lancer un appel à projet à la communauté internationale. Donc là, actuellement, on se pose la question d'y répondre ou pas. Je pense qu'on va y répondre pour une action très très ciblée. Bon, par contre, c'est un astéroïde qui n'est pas primitif. Donc l'intérêt scientifique est un petit peu moindre quand même que Stardust, où là, il y avait quand même des très très gros enjeux scientifiques. Même si on n'a pas pu répondre à toutes les questions, à la liste de questions qu'on s'était posées. Mais il y avait bon, on s'interroge plus là sur se dire est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, parce qu'on n'est pas sûr que on s'attend pas à des grosses découvertes. Alors, une dernière chose, j'en profite aussi, excusez-moi. Ça fait finalement des décennies, et vous l'avez répété tout à l'heure, qu'on dit toujours que les comètes sont les congélateurs de la formation du système solaire. L'analyse des échantillons montre que finalement, c'est vrai, ça ne l'est pas, vu que la matière semble quand même avoir été altérée par des processus à haute température. Est-ce que finalement, c'est un peu illusoire de vouloir trouver ces particules primitives? Alors, il y a deux choses quand même. Bon, trouver les particules primitives, il y a trouver ce qui existait finalement quasiment, ce qu'on appelle les briques élémentaires. Maintenant, trouver ces matériaux de haute température, on reste quand même sur du matériau qui n'était pas impliqué dans des processus d'accrétion et qui ont la signature
d'événements physico-chimiques qui se sont passés dans les disques. On a des signatures de température, de pression, de fugacité d'oxygène, d'environnement, etc. Et donc, ces matériaux de haute température, ils ont été transformés dans le disque, mais ils portent la signature du disque. Et c'est ça qui est intéressant dans Stardust, c'est qu'on n'échantillonne pas de la poussière uniquement qui était loin, en fait, on échantillonne tout le disque, des régions très chaudes jusqu'aux régions très froides. Donc ça donne beaucoup de complexité, hein, mais c'est une poubelle. Stardust, c'est une poubelle. Voilà, c'est un congélateur poubelle. Merci beaucoup, merci infiniment.